Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Comme chaque semaine, le bilan de la semaine boursière, les tops et les flops de Emile Kaderi et le focus de la semaine que l'on consacre cette semaine à l'assurance Tchakaful. Nous allons faire réagir Hassan Boubrik, président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, aux dernières recommandations des professionnels en la matière. Nous lui demanderons ce qu'il en pense ainsi et nous aborderons également quelques sujets d'actualité pour le secteur des assurances. A tout à l'heure. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous démarrons avec le bilan de la semaine boursière, une semaine où les volumes ont quelque peu repris à la bourse de Casablanca dans le sillage de chiffres économiques plutôt intéressants. Le marché action semble en effet vouloir sortir de sa zone de congestion. C'est la première semaine de hausse depuis le mois de mars. Le MASI gagne ainsi 0,96% et ramène sa performance annuelle à moins 2,7%. Cette hausse du MASI découle du comportement de quelques grosses capitalisations comme Mof Assurance qui gagne 4,39% sur la semaine, Cosumar qui gagne près de 3% et BMCE BOA qui gagne 1,52%. Maroc Télécom dont les résultats sont attendus en début de semaine gagne 1,49% et Sumon du Maroc 1,14%. Mais les volumes restent problématiques, ils ont encore une fois baissé de 56,1% d'une semaine à l'autre. Ils se sont limités à 351 millions de dirhams sur la semaine. Signalons enfin que le volume quotidien moyen sur le marché est de 187 millions de dirhams depuis le début de l'année 2017. Nous arrivons, mesdames, messieurs, maintenant au top et au flop de la semaine avec Emile Kaderi. Emile, bonjour. Bonjour Adil. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine? Au niveau des tops, je vais commencer par la baisse du déficit budgétaire au premier trimestre 2017. C'est la TGR qui nous l'apprend avec une baisse tout de même de 60% par rapport à l'année dernière. On passe de 11,2 milliards de dirhams à moins de 4,4 milliards de dirhams. C'est donc une très belle appréciation de notre déficit budgétaire et il faut noter aussi qu'à fin mars 2017, les charges de compensation ont augmenté de 86%. C'est pas mal, mais ça reste quand même moins de 20% du budget prévisionnel pour l'année 2017 qui est à peu près de 15 milliards de dirhams. Donc ce n'est pas alarmant. Non, du tout. Très bien. Mon deuxième top concerne les bénéfices des sociétés cotées pour 2017. Donc 2016 était déjà intéressante à ce niveau-là et le rattrapage se poursuit pour l'année en cours. C'est ce que nous révèle le BMCE Capital Research qui vient de livrer ses prévisions pour les sociétés cotées pour 2017 et 2018 et ils s'attendent à une hausse de 10,1% de la masse bénéficiaire cette année. Après 11 ou 12 ou 13% pour 2016, donc le rattrapage devrait se poursuivre. C'est ça. Au niveau des flops maintenant, on termine avec le programme gouvernemental qui a été lu la semaine dernière par Sadil Azmani devant les deux chambres du Parlement. Donc après une semaine à froid, les gens ont eu le temps de décortiquer un petit peu ce programme et de l'analyser de plus près. Et ce qu'il en ressort, c'est une grande déception vis-à-vis de ce qui a été présenté. C'est le cas des opérateurs, des observateurs, des experts qui jugent ce programme avec peu d'ambition, peu d'innovation, peu de créativité, peu de chiffres. Les seuls chiffres qu'on a à se mettre sous la dent sont ceux relatifs aux équilibres macroéconomiques avec une croissance donc qui serait comprise en 2021 entre 4,5 et 5,5, ça reste très vague.
et un taux de chômage qui baisserait à 8,5%. Ça, on se demande un petit peu comment ils vont s'y prendre pour y arriver. Et s'il y a une baguette magique ou une formule magique en tout cas, il faudrait nous la communiquer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Très bien, merci beaucoup Ami, je te dis à la semaine prochaine et je rappelle à nos internautes que l'on te retrouve chaque jour sur la page Facebook de Finance News, chaque matin à 8h45 pour la revue de presse. La matinale presse en direct tous les matins. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Nous arrivons désormais au focus de la semaine, on le disait en introduction, consacré à l'assurance Tekaful. Rappelez-vous, il y a une semaine, nous évoquions sur Bourse News les doléances des opérateurs de marché concernant cette assurance Tekaful. Alors 2 ou 3 principales requêtes pour les professionnels, les exigences en fonds propres demandées aux assurances Tekaful qui concernent également les assurances conventionnelles dans le cadre du Code des assurances qui régit cette activité au Maroc. Pour eux, les exigences de fonds propres minimales sont très importantes et risquent de ne pas être rentabilisées et donc de limiter l'investissement dans ce secteur. Autre point recommandé par les professionnels, la nécessité de créer une filiale pour la vie et une filiale pour la non-vie. Serait-ce également le cas pour ces assurances? Hassan Boubrek répondra à nos questions. Et enfin, on parlera des produits de démarrage des assurances Tekaful au Maroc. Interview. Alors, peut-être parler par ce grand bouleversement d'un point de vue financier qui va toucher les assurances peut-être prochainement, vous nous expliquerez. Il s'agit de la solvabilité basée sur les risques. Donc peut-être nous rappeler en quoi consiste cette solvabilité, quels sont ses principaux drivers. Alors c'est un sujet dont nous avions parlé la dernière fois lors de notre premier entretien. La solvabilité basée sur les risques est aujourd'hui une norme internationale qui est édictée clairement par l'Association internationale des superviseurs d'assurance et qui normalement devrait s'imposer progressivement au sein de l'ensemble des juridictions de par le monde. C'est quoi le principe? D'abord, il y a 3 piliers. Il y a un pilier qu'on appelle le pilier quantitatif, et puis il y a un deuxième pilier relatif aux exigences qualitatives et à la gouvernance, et un troisième pilier qui est relatif à l'information. S'agissant du pilier quantitatif, au fait, c'est de manière simple, c'est au fait la manière dont on calcule des fonds propres minimums qui seront exigés d'une compagnie d'assurance. Alors, juste pour rappeler, le cadre prudentiel actuel concernant cette marge ou ce capital minimum ne prend en compte que le risque de souscription, c'est-à-dire l'ensemble des autres risques auxquels une compagnie d'assurance est exposée, à savoir le risque de marché, le risque de contrepartie, le risque de spread, le risque de taux. Ces risques-là ne sont pas du tout pris en compte par la marge actuelle. Donc la solvabilité basée sur les risques vient combler cette lacune en édictant un principe simple qui est celui de dire le capital de solvabilité requis est un capital qui doit être calculé en fonction de l'ensemble des risques auxquels la compagnie est exposée. Alors dit comme ça, c'est très simple, mais en réalité, la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, c'est pour cela que l'AIS, ou cette Association internationale des superviseurs d'assurance, n'a pas édicté, contrairement au secteur bancaire, une norme quantitative qui s'applique d'une manière homogène à l'ensemble des juridictions. Elle a laissé à chaque juridiction le soin de traduire ce principe-là au sein de son marché. Aujourd'hui, juste au niveau de l'AIS, sur le plan à l'échelle mondiale, il y a une tentative, en fait, il y a un projet pour qu'il y ait une norme qui s'applique, mais uniquement aux groupes qui sont actifs de manière internationale ou aux groupes internationaux qui présentent des risques systémiques. Alors, s'agissant du Maroc, donc nous avons travaillé pendant les derniers mois sur la traduction de ce principe-là. Et aujourd'hui, nous avons un projet de circulaire que nous avons transmis au marché pour consultation, qui, évidemment, ce projet-là, concernant le pilier 1, va à la fois donner les méthodes de calcul des bilans prudentiels, mais également les méthodes de calcul de la marge de solvabilité. Alors, beaucoup de travail nous attend encore, c'est-à-dire que nous avons une période de consultation avec le marché qui va probablement s'étendre jusqu'au mois d'octobre. Et puis par la suite, les premiers tests de calibrage. On aura 2 ou 3 itérations avant d'avoir un projet finalisé, probablement vers la fin 2018, voire début 2019. Alors, s'agissant des 2 autres piliers, le pilier 2 qui est relatif aux exigences qualitatives et à la gouvernance est un pilier, pour moi, extrêmement structurant. Il est aussi important que le premier pilier. Il va étoffer de manière très importante le dispositif actuel qui ne concerne en réalité que le contrôle et la gestion du risque
et la partie audit interne. Aujourd'hui, le dispositif qui va être mis en place a pour objectif de mettre une gouvernance globale qui est appropriée, d'avoir des politiques qui soient écrites et clairement définies sous la responsabilité du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, de mettre en place un certain nombre de fonctions essentielles suffisamment indépendantes, la fonction d'audit, la fonction de contrôle interne, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité, la fonction actuarielle, en définissant de manière très claire quel est le rôle et les fonctions et les missions de ces fonctions-là et comment elles doivent travailler avec le reste des organes de la compagnie. Et puis le troisième pilier qui est relatif à l'information, à la fois l'information qui est prudentielle, qui est destinée à l'autorité justement pour vérifier et calculer les marges de solvabilité et les bilans prudentiels et s'assurer qu'une compagnie d'assurance satisfait aux exigences prudentielles réglementaires, mais également l'information statistique à destination de l'autorité et l'information de manière générale qui est destinée au public. Donc ces trois piliers sont très importants. C'est un bouleversement significatif dans le cadre dans lequel opère le secteur des entreprises d'assurance. Et je pense qu'avec la mise en place de SBR, solvabilité basée sur le risque, on aura franchi un pas supplémentaire dans la modernisation du secteur et on se sera conformé aux standards et aux normes internationales. Donc on se dirige beaucoup plus vers des valorisations valeur marché plutôt que des valorisations comptables. Le principe des bilans prudentiels, effectivement, c'est des valorisations en best estimate ou la meilleure estimation qui sont basées plus sur une valeur de marché qu'une valeur comptable historique. Très bien, très bien. Alors je passe à un deuxième sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est l'assurance Takaful. On a eu cette semaine on va appeler ça des recommandations de la part des professionnels du marché qui estiment que le modèle économique de l'assurance Takaful ne serait peut-être pas rentable avec les textes de loi actuels. Est-ce que la CAPS a une réponse à ces questions, ces interrogations? Bon, je pense que d'abord, le business model du Takaful, si aujourd'hui il y a un intérêt fort de la part des opérateurs, c'est qu'ils pensent qu'il y a une demande sur ce genre de produit. Les banques participatives, aujourd'hui, c'est un chantier qui est lancé. On va voir le démarrage prochainement des premières banques participatives. Évidemment, l'autre pendant de la banque participative et des produits participatifs, c'est aussi l'assurance Takaful, parce que quand quelqu'un va acquérir sa maison, un bien immobilier à travers des produits participatifs, il lui faut de l'autre côté des produits d'assurance Takaful qui soient conformes au préceptes de la charia et qui voilà. Et l'autre pendant aussi, c'est le marché des capitaux, avoir aussi des produits, et des produits de placement. Et des produits de placement et d'investissement qui soient conformes. Alors après, évidemment, quand on parle, si vous parlez des exigences en termes de fonds propres, la loi aujourd'hui ne fait pas la différence entre le Takaful et d'autres types d'activités, comme d'ailleurs il ne fait pas de différence entre une compagnie d'assurance qui va exercer généraliste, qui va exercer d'un avis de manière générale, ou une compagnie d'assurance qui va faire de l'assurance crédit ou de l'assistance. Les 50 millions de dirhams de fonds propres minimaux s'imposent à l'ensemble des opérateurs. Alors pour autant, pour moi, ce n'est pas du tout un frein. Ce qui aurait été un frein, effectivement, c'est que le chiffre d'affaires généré et les marges qui pourraient être générées par le Takaful soient largement insuffisants, non pas par rapport au niveau des fonds propres, mais plutôt par rapport aux charges qu'une compagnie peut supporter au titre d'exercice de cette activité-là, et notamment les charges d'investissement en ressources humaines, en système d'information, en immobilisation. Ce que nous pouvons faire, nous, en tant que régulateurs, pour faciliter la vie aux opérateurs, c'est permettre effectivement à des compagnies qui existent déjà aujourd'hui de mutualiser un certain nombre de fonctions. Je pense notamment au système d'information, à la comptabilité, aux ressources humaines, au support et peut-être à d'autres fonctions, de telle façon à rendre le modèle, au départ, un modèle qui soit totalement viable. Mais je ne doute pas un seul instant de la viabilité de manière générale du modèle du Takaful. Très bien, donc juste pour rappeler à nos lecteurs, au cas où on les aurait perdus, on n'aurait pas bien expliqué les choses, aujourd'hui la loi exige d'une compagnie d'assurance de démarrer avec un capital minimum de 50 millions de dirhams.
les professionnels estiment que ce montant risque d'être élevé au vu de l'activité qu'ils estiment. Mais pour vous, avec des mécanismes de mutualisation, par exemple en mutualisant certaines fonctions support entre la banque, l'assurance Takaful et l'assurance conventionnelle, il y a moyen de réduire les coûts de lancement et donc d'augmenter la rentabilité de ces assurances. Oui, et j'ajouterai aussi un autre point, c'est que cette loi qui aujourd'hui a été amendée en 2016 pour introduire le principe du Takaful, elle a été largement discutée avec l'ensemble des opérateurs. Et nous n'avions eu aucune observation à ce niveau-là sur le niveau des fonds propres. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un problème majeur. Évidemment, si demain on constate qu'il y a un problème, pas au niveau des fonds propres, mais sur d'autres aspects, et s'il faut opérer des changements dans la réglementation ou dans la loi, nous sommes parfaitement ouverts à cela. Très bien. Alors, toujours sur le Takaful, et on passera ensuite à autre chose, la loi spécifie qu'une compagnie d'assurance doit avoir un agrément pour la vie et pour la non-vie. Est-ce qu'on se dirige là aussi vers ce même montage pour les compagnies Takaful? Aujourd'hui, on se dirige plutôt vers ce montage-là. Très bien, c'est clair. Alors, je voudrais qu'on passe à un autre problème dont on ne parle pas souvent dans la presse qui concerne le transport public ou l'assurance transport public. Alors, il y a deux grands acteurs sur le marché actuellement. Il y a la CAT qu'on connaît et puis la MATU qui connaît des difficultés financières aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de ce secteur? Alors, d'abord, globalement au niveau du secteur, je pense que la création de la CAT même à un moment donné, une compagnie dont le capital est détenu pratiquement par l'ensemble des autres compagnies du secteur, l'objectif derrière cette création était d'avoir un véhicule dans lequel on met le transport public des voyageurs. Et l'idée de départ étant que ce segment-là étant déficitaire, il valait mieux le cantonner. Et notamment, la CAT a été, je le rappelle, sous un plan de redressement avec une aide sous forme d'un prêt qui avait été accordé par l'État à travers le Fonds de solidarité des assurances. La MATU est arrivée également. La MATU est une mutuelle détenue par les transporteurs eux-mêmes. Et la MATU elle-même est aujourd'hui sous plan de redressement, je pense depuis 2014, il me semble. Alors, je pense à un moment donné, la solution qui a été apportée pour ma part n'est pas nécessairement la meilleure pour régler le problème du transport public des voyageurs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le TPV, l'assurance du TPV, doit être une police à part, structurellement déficitaire et indéfiniment déficitaire. S'il y a un déficit, il provient de deux choses. D'abord, la sinistralité qui est extrêmement élevée, et de l'autre côté, vous avez un tarif qui est insuffisant. D'ailleurs, dans le plan de redressement de la MATU, nous avions convenu que le tarif soit augmenté. Il y a déjà une augmentation de 10% qui a été opérée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire côté aussi sinistralité. Je pense qu'on ne doit pas baisser les bras face à une situation où la sinistralité, notamment dans le transport interurbain par car, présente des niveaux de sinistralité qui sont énormes. La sensibilisation, le fait d'inciter à adopter les bons comportements, à mon avis, permettrait de réduire considérablement les risques. On ne peut pas continuer d'avoir des SURP de 170% dans certains cas, sur certaines branches, et dire nous, on ne peut rien faire face à ces situations-là. Donc je pense pour ma part qu'à l'avenir, il faut normaliser le TPV, dans le sens où c'est une police qui demain devrait être commercialisée par l'ensemble des compagnies. Et même la MATU elle-même, je pense qu'elle doit se diversifier vers d'autres choses. Alors la MATU, aujourd'hui, le plan de redressement a commencé depuis 2014, il me semble. Nous suivons ce plan de redressement. En principe, il devrait sortir du plan vers 2021 et retrouver un certain équilibre. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a des écarts négatifs par rapport à ce plan-là. J'espère que ces écarts vont se résorber, et notamment des actions concrètes qui pourraient être prises, notamment concernant la gouvernance et la gestion de la mutuelle. J'espère qu'on pourra redresser la situation assez prochainement. Dans le cas contraire, évidemment, on va prendre les mesures qu'il faut. Il va falloir, dans ce cas-là, remettre le dossier aux mains de la commission de discipline pour qu'elle puisse donner des recommandations. Je pense que la MATU peut se redresser. D'abord, nous avons la chance que ce soit une mutuelle qui n'est pas très importante, donc on ne parle pas de chiffres énormément. Il n'y a pas de risque systémique. Il n'y a pas de risque systémique. Et je pense que si on prend les bonnes décisions, concernant d'abord la gouvernance, concernant la gestion,
Et puis la diversification peut-être de l'activité aussi. Je pense que la Matu a largement les moyens de sortir du plan de redressement par le haut. Très bien. De manière générale, est-ce que vous êtes pour la dilution du risque de ce type d'assurance dans le reste du secteur, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans la... A priori, oui. Pourquoi veut-on que le TPV soit un risque particulier? Encore faut-il que les compagnies acceptent de reprendre ce risque. Elles accepteraient de reprendre ce risque dès lors que ce risque est tarifé correctement, c'est-à-dire dès lors que les tarifs reflètent une sinistralité et dès lors que cette sinistralité baisse et que les bons comportements soient là. Et je pense que ce n'est même pas uniquement dans l'intérêt des compagnies d'assurance ou des transporteurs eux-mêmes, c'est dans l'intérêt du Maroc. On ne peut pas accepter qu'il y ait des victimes et on a tous à l'esprit des tragédies d'accidents d'autocar où on avait 30, 40 victimes. Et je pense qu'on ne peut pas dire simplement rester les bras croisés face à ces situations-là. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que le TPV soit une police à part ou un segment à part. Il faut à un moment donné que ce segment-là puisse être un segment comme le reste des segments d'assurance. Très bien, c'est très clair. Si vous voulez, dernière question s'il vous plaît. L'autorité des assurances a préparé énormément de textes ces derniers mois. Ils sont tous sur la table du secrétariat général du gouvernement. Aujourd'hui qu'on a un gouvernement, quels sont les chantiers prioritaires ? Je pense qu'il y a aujourd'hui deux textes en particulier. La loi sur le livre 4 du Code des assurances qui concerne la distribution. La discussion est pratiquement finalisée avec le SGG. J'espère que maintenant qu'il y a un gouvernement, que ce texte pourra sortir du SGG et être adopté par le Conseil de gouvernement, transmis au Parlement. Et puis il y a la circulaire générale de l'autorité qui est aujourd'hui en discussion pour homologation par le ministre des Finances. J'espère aussi qu'elle sera transmise assez rapidement au SGG pour publication au BO pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Alors au-delà de ces deux textes-là qui sont aujourd'hui dans le pipe, nous avons la circulaire sur SBR, on en a parlé, sur laquelle on travaille aujourd'hui on va travailler avec le secteur, avec le ministère des Finances aussi. Et puis nous avons d'autres textes sur le Takafoul, les projets sont quasiment finalisés, donc on va aussi les transmettre au ministère des Finances et au secteur pour consultation. Et nous avons également le texte sur la TRC et la RC décennale et le texte sur les catastrophes naturelles. Donc il y a pas mal de textes, mais si je dois spécifier quelques-uns, c'est ceux que je viens de citer. Très bien, merci beaucoup Hassan Boubrek. Je rappelle que vous êtes président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Beaucoup. Je vous dis à la prochaine fois, merci. Voilà mesdames, messieurs, nous arrivons désormais au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro d'Hebdo des marchés. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.